rendez-vous de votre magazine de prédilection, Kiosque, c'est magazine qui consiste donc à apporter des différents thèmes ou thématiques qui concernent la vie de la République démocratique du Congo sur le plan politique, économique et sociétal. Je suis tombé sur un livre, Les parcours d'un combattant afrocentriste et les systèmes éducatifs, plutôt une usine de fabrication des chômeurs de luxe, rédigé par Norbert Yamba, panafricaniste d'ailleurs, un afrocentriste. Un livre très riche en pensée, mais également un livre qui a eu à édifier en fait les intellectuels congolais du reste et qui veulent réellement changer la situation de la République démocratique du Congo sur le plan éducatif mais également politique. Norbert Yamba, qui n'est plus à présenter aujourd'hui, il est panafricaniste, cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, président de la vision panafricaine, mais également chercheur, mais je dirais encore, s'il faut extrapoler, un savant qui a pu rédiger ces livres. Norbert Yamba, bonjour. Bonjour Kabaya. Dites-nous, quels sont les mobiles qui vous ont poussé à écrire ces 2 livres, qui sont d'ailleurs au nombre de 3, mais jusque-là, on n'a eu qu'à lire 2. Merci Kabaya. Vous savez, ce ne sont pas ces livres seulement pour ma vie. Oui. Je compte une dizaine de livres, plus de 33 articles scientifiques. Mais maintenant, je suis un peu plus productif, je prends tout mon temps. J'ai pris mon congé sabbatique pour écrire et laisser des traces et participer à la réflexion pour l'avenir de notre pays. Et je me dis qu'avec l'âge que j'ai, il devient quand même intéressant, sur base de l'expérience que nous avons vécue. Vous savez que j'ai fait des études à l'occidental, ici au pays comme à l'extérieur. J'ai fait plusieurs formations continues en Amérique, en Asie, en Europe, en Afrique. J'ai côtoyé quarantaine de pays africains, 65 pays à travers le monde. Et j'étais très intéressé, Kabea, de savoir comment ils se sont organisés pour changer leur situation. Je travaille d'abord depuis plusieurs années, depuis 86 comme assistant d'université. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à enseigner. J'ai travaillé comme représentant des ONG belges, puis après des ONG européennes. En Belgique, j'ai travaillé comme coordonnateur pour le retour positif des Africains, des Latino-Américains et des Asiatiques. J'ai coordonné naturellement ce projet. J'ai travaillé également comme, j'allais dire, avec plusieurs projets de la Banque mondiale. J'ai pris plus de 15 ans avec cette expérience. J'ai travaillé comme coordonnateur à la coopération américaine d'un grand programme qui m'a permis véritablement de côtoyer l'ensemble des provinces de mon pays. J'ai travaillé également comme coordonnateur sous-régional en Afrique, tous les pays de l'Afrique centrale réunis sur la question de la gestion forestière, etc. Plusieurs fois consultant de beaucoup de fondations en Allemagne, des ONG internationales, en Italie, en France, en Belgique, etc. J'ai travaillé également comme consultant, même expert international en environnement au sein d'un projet soutenu par la Banque africaine de développement. Par rapport à ma formation multi-sectorielle, je me suis beaucoup posé la question, moi j'ai dit, on fait quoi pour s'en sortir? La conclusion par rapport à ça, c'était de dire, tout ce que nous avons fait comme formation, tout ce que nous avons travaillé avec la vision et la philosophie des autres. Oui.
Les autres signifient les puissances occidentales qui sont venues chez nous, non pas pour nous aider à avancer, mais pour nous aider, n'est-ce pas, à disparaître. Pour que nos espaces deviennent des terrains de prédilection. Ils peuvent tirer au maximum, n'est-ce pas, de richesses qui leur permettent d'améliorer leur pays, faire des routes, construire des bonnes écoles, construire des hôpitaux intéressants, compagnie, etc. Et nous restons, c'est pas avec les yeux pour regarder et pour plairer. Et donc, tant que nous allons nous intéresser, pour considérer finalement que ce sont ces puissances d'argent occidentales, avec leur vision, avec leur philosophie, va nous permettre de pouvoir avancer. Moi j'ai dit, on s'est trompé d'adresse et on n'avancera nullement. On n'avait qu'à vérifier véritablement toute l'Afrique. On n'avance pas. On n'avance pas. On peut avoir des richesses potentielles, les gens viennent exploiter, mais ils partent. Il n'y a pas de milliardaires chez nous, il n'y a pas des millionnaires compagnie, etc. Est-ce qu'à notre niveau, à notre niveau, on ne peut pas fournir des efforts pour quitter cet état des choses, afin de changer les statu quo? C'est justement ça, Kabea, et c'est ça justement le but de mes réflexions, pour dire que nous faisons quoi? L'Occident nous a montré le chemin d'un idéal civilisationnel. Il dit, c'est moi la référence, c'est moi le point de repère. Si vous faites ce que moi je fais, et donc vous êtes capable d'être développé. Cette approche unilatéraliste, cette approche fondamentalement occidentale, on a tenté depuis les années 60. Aujourd'hui, ça va faire plus de 60 ans. D'ici là, nous allons fêter 65 ans. On a des ministres, on a des assemblées. Le droit gréco-romain nous impose la démocratie. On a des partis politiques, on a des syndicalistes, on a société civile, compagnie. Aujourd'hui même des mouvements citoyens. On a même des diplômés d'Harvard. On a même des diplômés de Sorbonne. C'est comme si personne n'a été à l'école. C'est ça la difficulté. C'est ça la vision que ça véhicule, la vision occidentale. Nous infantiliser, nous instrumentaliser, nous robotiser, pour que nous puissions nous éloigner véritablement de notre société. Et c'est comme ça que déjà dans les années 2012, Kabea, j'ai commencé déjà à réfléchir. Moi j'ai dit, ben, je suis quand même développeur. J'ai plusieurs maîtrises. J'ai fait des recherches dans 3 compartiments. Mais je ne vois pas qu'est-ce qui peut sauver notre pays. Et j'ai eu la conclusion, Kabea, oui, que tant qu'on restera dans le paradigme hérocentrique, qui est fondamentalement occidental, qui pense que seule l'Europe est le modèle référentiel, seule l'Europe, c'est l'idéal civilisationnel, on n'ira nulle part. Parce que ce n'est pas en concordance avec nos réalités, ce n'est pas en concordance avec notre culture, ce n'est pas en concordance avec notre authenticité, ce n'est pas en concordance avec notre génie. Mais malheureusement, cette idée a toujours été ancrée dans les chefs de nos autorités, dans leur mental en fait. C'est tout à fait, c'est comme ça que j'ai écrit un livre sur les parcours d'un combattant afrocentriste. Et quand vous avez ce livre-là, Norbert Yamba, parcours d'un combattant afrocentriste. J'ai essayé de donner ma vision. J'ai voyagé dans le temps, 50 ans, 100 ans. J'ai dit à l'ensemble comment deviendrait le monde et quelles devraient être nos dispositions aujourd'hui pour que nous puissions véritablement ne pas disparaître, n'est-ce pas, du paysage mondial. Et c'est dans ce sens-là que j'ai dit, première chose à faire, changer de paradigme. Quitter le paradigme c'est pas hérocentrique ou occidental, et aller vers un paradigme afrocentrique. Afrocentrique, c'est-à-dire fondamentalement africain. Vous savez que l'Afrique a connu des moments de jouissance, les moments de bonheur, les moments d'intelligence collective, sociétale, institutionnelle. Vous vous rappelez de l'Égypte, noire de charbon, qui était la plus grande puissance du monde à l'époque. Mais les Occidentaux nous ont dit que notre histoire commence avec la colonisation. Ils ne nous ont pas dit qu'est-ce que nous étions. Parce que l'Afrique noire
est sur la terre il y a 300 000 ans. Et vous vous rappelez, Jésus-Christ, il y a à peine 2000 ans. Mais 35 siècles avant l'ère chrétienne, nous étions le plus puissants militairement, nous étions plus puissants scientifiquement, économiquement, culturellement, politiquement. On a inventé la médecine, on a inventé l'histoire, la philosophie, l'écriture, l'astrophysique. Vous n'avez qu'à regarder, c'est pas des pyramides en Égypte. Vous allez vous rendre compte qu'il y avait des savants, des gens qui ont été inspirés par l'Esprit de Dieu, qui a incarné Dieu dans leur corps humain, etc. Et alors maintenant qu'on a essayé avec l'Occident, ça n'a pas marché. Pourquoi on ne peut pas essayer avec ce qui a fait, c'est pas l'apogée de l'Afrique à son temps? Pourquoi on ne peut pas essayer? Pourquoi on refuse qu'on essaye? Et si on refuse qu'on essaye, c'est qu'il y a trois choses qui ont bloqué la dynamique autour de cette réflexion. Il y a donc la religion, où on nous a amené qu'il y a un Dieu qui est au ciel, qui est blanc, avec des cheveux de barbe blanche, etc. Et c'est lui. Ils sont partis, mais ils ont laissé la religion pour nous surveiller, pour que nous ne puissions pas justement agir. J'ai suivi un journaliste, je me suis beaucoup détissé, j'ai suivi, et ça m'a intéressé, le débat qu'il y avait aujourd'hui, la matinale à la Télé 50. Il y a beaucoup de génies en Afrique. Quand les ingénieurs sont capables de prendre un morceau de bois et communiquer, nous pouvons fabriquer, pourquoi pas, des téléphones. Quand on met en place une usine de fabrication des téléphones, il y a des gens qui vont trouver du travail, on va payer des taxes, l'État aura véritablement de l'argent, et puis on va arranger les routes, pourquoi pas. Mais on nous a inhibés. Lorsque on prend les morceaux de bois, on appelle, on en fait un téléphone, on dit non. D'abord, les pasteurs des églises de réveil, les premiers à dire c'est du diable, etc. Or, c'est un génie. Qu'est-ce qui n'a pas été créé par Dieu? Mais Norbert Mbayamba, en ce qui concerne les Congos particulièrement, vous ne voyez pas qu'il n'est pas dit que les idées dynamiques doivent nécessairement porter les choses de l'originalité. Il suffit qu'ils soient repensés, mais également assimilés. Mais là où le bas blesse, c'est du fait également que la colonisation est venue nous surprendre dans un état de décomposition politique. Et qu'on n'a rien pu évoluer en termes, je dirais, sur le plan, je dirais, éducationnel, mais également sur le plan politique, économique, mais également sociétal. Mais que prévoit ce livre, le parcours d'un afrocentriste face à cet état des choses? Le parcours d'un combattant afrocentriste prévoit un certain nombre de choses. Premièrement, oui, il faut construire une dynamique autour de la religion africaine. Parce que la religion que nous avons reçue, elle est importée, elle est dite révélée, et les gens qui sont fondateurs de ces religions sont en train de faire le contraire de ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont trompés, ils nous ont dribblés. Il faut revisiter la religion. En quoi est-ce qu'ils nous ont dribblés? Alors, oui, le peuple de Dieu est en train de tuer les gens. Tu vois pas? Alors, on dit, on ne tue pas. Et quand ils étaient ici, ils nous coupaient les bras. Ils prenaient nos richesses. Il ne faut pas voler. Mais ils volaient. Et ils continuent à voler. Ils ont mis... Pourquoi aller place la loi d'Italian, œil pour œil, dent pour dent? C'est ça, c'est leur écriture. Ce n'est pas une dictée surnaturelle. Ce n'est pas Dieu qui a dicté. À l'époque, il n'y avait pas des emails. Hein. Il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas de phonie. Il n'y avait pas de fax. Ils ont eu tout ça où? Ils ont monté un engrenage. Aujourd'hui, on est en train de réviser. On est en train de revoir tout. Hein. On est en train de revoir tout. Mais quelque part, vous ne voyez pas si c'est une prophétie, parce que la Bible dit à Jean tient secret cette promesse, c'est le livre de cette prophétie, jusqu'au temps de la fin, plusieurs la liront, et la connaissance augmentera. La connaissance, c'est maintenant la fabrication de tous ces outils dont vous évoquez. Ce que je veux dire, c'est que chaque peuple a été en communion avec Dieu. Avant que l'Occident n'arrive, nous on connaissait Dieu. Zambimpungu, Maweja, Onyashongo, Nzakomba. Vous l'avez vu? On ne l'a pas vu.
Oui. Mais c'est la foi. C'est la foi, pardon. Oui. C'est la foi qui densifie la connexion avec l'être suprême. Et nous croyons à ça parce que la manifestation de Dieu se fait voir à travers les hommes qui vivent. C'est à travers les hommes que nous voyons que Dieu existe et Dieu a existé. Tu vois? Et donc, ce génie de Dieu, qui est l'ancêtre des ancêtres, se répercute entre les mains autour de certaines personnes. Et donc, ceux qui sont venus pour nous dire que c'est l'air Dieu qui est blanc, il faut le suivre. Si vous ne le suivez pas, et donc vous êtes en déroute. Ils nous ont trompés. Parce que nous vivons il y a 300 000 ans. Et les Occidentaux sont arrivés il y a 40 000 ans. Comment vous venez en 40 000 ans et nous sommes là pendant 300 000 ans, nous n'avons pas vu Dieu. Et vous dites que vous avez vu Dieu, il est blanc avec des barbes blanches. Non, Dieu a créé ces espaces. Dieu a donné des missions à chaque espace. Dieu a donné des missions aux divinités de chaque espace. Et donc, nous devons revisiter la religion. Deuxième chose, nous devons revisiter le système politique. Regardez comment on se bat. On nous a parlé de la démocratie. On nous a demandé de créer des partis politiques. On nous a demandé de créer des syndicats. On a s'est rattrapé même qu'il faut que la société civile puisse faire dedans. J'ai été dans une mission que j'ai effectuée pour le compte d'un projet de la banque. À l'époque, c'était le PRCG. Et je suis arrivé dans une province, essentiellement dans une commune, où on était en train d'institutionnaliser le budget participatif. Et là, on avait besoin de la société civile pour participer à la définition des problèmes, pour que finalement, ils puissent bien surveiller la commune ou la chefferie. Et tout compte fait, Kabea, la société civile, qui est là pour contrôler et surveiller, faire le monitoring de l'action publique. On a dit non, parce que nous faisons une première expérience. Prenez les imprimés de valeur, vous allez les vendre et vous ramenez l'argent. Depuis que la société civile a pris les imprimés de valeur, elle a vendu et n'a plus ramené de l'argent. Voilà. Donc, toutes les générations sont brûlées. Toutes les générations sont brûlées tout simplement parce que toutes les solutions qui nous ont été données, partis politiques, gouvernement d'union nationale, gouvernement de la région, gouvernement des économistes, gouvernement des juristes, etc. Les termes ne font que changer, en fait. Les termes changent. Ça s'appelle... oh, yeah, ça m'échappe maintenant. Mais je dois vous avouer que les termes inutiles, quoi. Ça ne sert à rien. Vous savez, la formation que nous avons au Kabea, c'est une formation de formalité d'usage. Si vous êtes aujourd'hui D6, vous connaissez un peu votre société. Vous allez à l'université, vous vous éloignez un peu de votre société. Là, on est dans les systèmes éducatifs. Oui, mais tout faisant combine, sont en interaction dynamique. Oui. Et puis, vous êtes docteur, vous commencez toujours à dire, voilà, à Sorbonne, c'est pas ça, à Harvard, c'est pas ça. Mais tu es incapable de ramener ce que tu as vu à Harvard et pour changer la société. Vous êtes quand même le premier, justement, à chanter, à danser, compagnie, etc., avec une sorte de jouissance jamais démentie. Est-ce que c'est ce qui fait en sorte que... Et donc, c'est ce qui fait en sorte que l'éducation soit aujourd'hui au rabais? Bien entendu. Quelle éducation? Avec quel contenu? Vous avez une éducation où on fabrique des récitateurs, une éducation où on fabrique des répétiteurs, une éducation où il n'y a pas de génie. Regarde dans nos universités. Oui. Dis-moi, quelle est la théorie d'un prof aujourd'hui qui y a fureur dans la société, où on peut utiliser pour booster notre pays? Où se trouve cette théorie? Vous le voyez les gens? Les diplômes s'acquièrent simplement pour des formalités. Quelqu'un va dire, je suis prof, et il croit qu'il a conquis le savoir. Mais malheureusement, les professeurs ne sont plus dans la recherche. Ils sont tout le temps disséminés, ça et là, dans des cabinets politiques, à la recherche de vécu quotidien. C'est la société, mais on pouvait faire autrement les choses. Moi, je suis dans une vision où je dis, quand on regarde l'université de Kinshasa, au travers la faculté de médecine, mais pourquoi pas, on ne peut pas appeler les pygmées pour venir enseigner là-bas. Les pygmées connaissent notre super végétation. Les pygmées connaissent nos produits, connaissent nos maladies. Il n'y a pas que des pygmées, hein, même dans nos villages, etc. Il y a des gens qui connaissent notre forêt. Moi, j'ai un médecin chez moi. Je suis un forestier.
j'ai pas mal de plantes chez moi. Mais mon fils ne connaît même pas les noms de ces plantes. Il s'est bloqué les médicaments qui viennent d'ailleurs. Et quand il y a une maladie qui échappe à toutes ces théories-là, ils sont incapables. Mais quand vous allez au village, c'est le villageois qui sort et qui entre en forêt, il est téléguidé par les esprits, il ramène les feuilles, on essaie d'utiliser, et voilà, la maladie se termine. Mais on a quand même dans ces pays, les gens comme le docteur Mouyembe qui ont eu à impulser une dynamique pour mettre fin à la maladie des Ebola, en fait. C'est quand même pas une avancée sur les plans scientifiques, en fait. Vraiment, tu veux me mettre en conflit avec le professeur Kaïm. Moi, je suis en train de vous expliquer autre chose. Même moi qui parle, je suis été dans cette école, non? Oui. J'ai étudié ici, j'ai étudié en Europe, j'ai étudié aux États-Unis. Est-ce que ça veut dire que je ne connais rien? Non. Mais j'ai dit, j'ai étudié à l'occidental. Je suis bien pour être ouvrier de l'Occident. Excusez, Kabaya. Norbert Yamba, une remise en question de certaines données ou traditions, récits en héritage, soit de nos ancêtres, ou soit de la colonisation. Donc il faut supprimer. Il faut supprimer. Il faut faire un procès à l'université. Notre université n'a pas amené la valeur ajoutée. Notre université ne rivalise pas les thèses qui nous ont colonisés. Nous avons une université innovante, innovatrice, qui est capable de nous donner des théories pour complètement déboulonner, déconstruire ce qui nous a infantilisés, ce qui nous a clochardisés. Il n'y a pas de thèse de ce genre. Parce qu'on réfléchit à l'occidental. Tu vois comment nous, on réfléchit? On aurait pu avoir une émission à Lingala. On aurait pu avoir des hommes et des femmes qui connaissent pas mal de secrets. Comme je ne vous ai pas dit une fois que quand j'ai été dans la province orientale, chez le Topoké, ils ont un produit, quand on inoquille dans les cieux, et Kabea, il peut voir même à 2000 km. Mais le blanc, il a fabriqué le satellite. Tu vois, Kabea. Mais pourquoi nous, on ne le ferait pas? Regardez, on est en train de nous menacer avec cette agression compagnie répétitive. Heureusement, au Azalo de Sola. Mais ils n'ont pas encore systématisé les méthodes de guerre. Cette manière de faire de Ouazalé pouvait être scientifisée, Kabea. Oui. Pour qu'on ait des méthodes que l'Occident ne maîtrise pas. Et l'Occident nous a fait croire qu'il n'y a que ces méthodes qui sont universelles, qui sont scientifiques. Le reste, c'est zéro. Et nous n'avons pas fait de recherches pour nous permettre véritablement de construire ce genre de méthodes. Comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un peut faire des incantations la nuit et vous lance le mbassou et tu es malade? Et pourquoi on ne peut pas fabriquer une bombe avec le mbassou? Non, il ne faut pas faire ça parce que le pasteur va venir. Mais non. Ça, c'est le diable. Ça, c'est la sorcellerie. Quelle sorcellerie? Mais ces comportements n'ont pas pu évoluer sur toute l'étendue de la société. Il y a de ceux-là qui croient, bien évidemment, à ce que vous dites. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Non, mais ils croient quoi? Parce que tout doit être scientifisé, rationalisé, systématisé. Combien de chercheurs, de scientifiques de notre temps qui sont intéressés à mettre en route de nouvelles théories qui remettent en question les différentes théories occidentales? Où sont-ils? Mais les Chinois l'ont fait. C'est comme ça qu'ils fabriquent des routes à 350 km, à 350 mètres de hauteur. Une chaîne de routes. Tu vois, Kabea, oui. Ils fabriquent des satellites avec leurs propres méthodes. Parce qu'il y a eu rupture en 1949 avec la révolution culturelle chinoise. Ils ont fait une réconciliation avec leurs ancêtres. Et ils se sont inspirés du génie de leurs ancêtres. Et c'est fertile aujourd'hui. Les gens ont tendance à se poser la question pour le Sud-Coréen ou le Nord-Coréen. Ils fabriquent, les Nord-Coréens fabriquent quoi? Fabriquent même des missiles balistiques nucléaires. Tu t'imagines? Mais comment ils sont arrivés? Réconciliation avec leurs ancêtres. Ils n'ont pas suivi la logique occidentale. Que ce soit sur le plan politique, ce n'est pas le modèle de démocratie occidentale. Sur le plan éducationnel, ce n'est pas le modèle. Hein? Sur le plan religieux, ce n'est pas le modèle. Ils ont leur propre modèle.
Pourquoi nous ne pouvons pas essayer? Pourquoi nous voulons les raccourcis, Kabea? Pourquoi nous voulons les raccourcis? Pourquoi nous ne pouvons pas tenter? Le ministère de la Culture est là. Les quelques rares, c'est juste recevoir les musiciens, compagnie, etc. Dans des pays organisés, un ministère de la Culture, c'est un grand ministère, parce que c'est le soubassement, c'est le socle. Comment pouvez-vous aller rencontrer les autres, embrasser les autres, si vous n'avez pas de soubassement? Vous n'avez pas la fondation, vous n'avez pas de racines. Quelqu'un disait qu'un arbre sans racines tombe, même le baobab. Un arbre, pour grandir, a besoin de racines. Nous avons dépiécé nos racines. Et nous croyons que non, ce que fait l'Occident, pourquoi nous on ne ferait pas comme l'Occident? Arrêtez. Si la Chine a fait comme l'Occident, il ne serait pas là où il est. Elle ne serait pas là où elle est. La Russie ne fait pas comme l'Occident. Tu vois, tous ces autres pays, parce qu'en fait, je vais parler de la spécificité de chaque pays. On parle de centralisation aujourd'hui, on n'en fait même pas, on est en train de bloquer l'Occident, compagnie, etc. Mais nos ancêtres vivaient dans la décentralisation la plus totale. Où sont nos chercheurs pour ramener la décentralisation africaine? Rien du tout. Tu vois, Kabea. Et donc j'ai écrit ces livres en solidarité avec les générations futures. Ce sont des livres intergénérationnels. Ma vision par rapport à notre société, comment l'Afrique doit devenir africaine. Ce sont des interrogations pertinentes qui appellent d'autres interrogations. Et ça, on en a besoin. Et j'ai dit que le système éducatif que nous avons, c'est un système de fabrication de chômeurs de luxe. Trop de chômeurs de luxe. Oui. Quelqu'un cravaté, etc. Mais c'est un chômeur. Parce qu'il ne peut pas sortir quelque chose qui puisse aider le pays à avancer. Et c'est comme ça que quand vous voyez tel, il est docteur en ceci, il est spécialiste de ceci. On lui donne le boulot, mais rien. Mais vous parlez de la décentralisation. Il y a un débat qui a eu à élire domicile depuis un certain temps, un débat suscité par Olivier Kamitatou sur la forme de l'État fédéralisme ou unitariste, et la réflexion politique congolaise qui a eu à réfléchir sur cela pense que c'est le fédéralisme qui viendra peut-être stabiliser les institutions de la République démocratique du Congo. Partagez-vous cet avis? Kabea, ne soyons pas émotionnels. Oui. Olivier Kamitatou, c'est un politique, mais qui, je l'ai connu comme chercheur, et qui s'est adapté comme politique, etc. J'aimerais que lorsqu'on est dans une démocratie, qu'on puisse gérer les contradictions. Nous ne pouvons pas réfuter tout ce que quelqu'un dit parce qu'on n'est pas en connivence avec lui, etc. Moi, je considère qu'il a droit de dire ce qu'il pense. Mais je voudrais dire à Olivier que le contexte ne s'y prête pas. Je viens, il y a une semaine, de faire une étude de diagnostic dans 6 provinces de notre pays. J'étais dans la province de la Chopo, dans la province du Kassai oriental, Vujimaï, dans la province de Lomami, à Kabinda, et dans la province du Sud-Ubagi, la province du Haut-Katanga et la province de Lualaba. Aujourd'hui, nous sommes dans un système régionalisé, politiquement. C'est-à-dire que nous sommes dans l'antichambre du fédéralisme. Mais il faut aller voir. Il faut aller voir comment on fonctionne. On donne la personnalité juridique aux provinces. On dit province, vous avez la capacité de poser des actes de votre volonté. Vous avez 29 compétences exclusives. Vous avez des compétences concurrentes, il y en a 25 avec le gouvernement central. Vous êtes devenu autonome. Vous avez la capacité de gérer vos ressources techniques, économiques, humaines, financières. Allez, boostez le développement de votre pays. Regarde. Mais qu'est-ce qu'on ne va pas? Tout le monde croise les bras.
Tout le monde croit. En dehors de ce que fait le gouvernement central, au travers de ses compétences centrales, compétences exclusives ou concurrentes, c'est difficile de trouver. Ils sont rares. Ils sont rares. Peut-être dans le loi là-bas, peut-être parce qu'il y a un peu d'argent. Mais ailleurs, il n'y en a pas. Mais si vous amenez le fédéralisme, ou même la police, il y a une police provinciale. Tout. Donc vous allez faire quoi? Je discute avec les fonctionnaires. Les fonctionnaires, vous posez la question, vous êtes de quel ministère? Je suis ministère du plan. Chef de division. Quels sont les objectifs du ministère? Les missions dévolues au ministère du plan. Vous avez des fichiers là-bas, des gens qui vous répondent. Alors, ce sont ces gens-là que vous voulez qu'ils soient autonomes. Et quelle autonomisation? Parce que pour l'instant, ils sont autonomes, ils sont capables de prouver. Non, il faut un petit temps. Mais non, excusez, Norbert Mbemba, oui. En fait, permettez-moi, en fait, face à ce que vous dites, en toute humilité d'ailleurs, partager avec vous une lecture lucide, enracinée dans l'histoire de la République démocratique du Congo, ce grand Congo, mosaïque de peuples, de langues et de cultures forgées dans la douleur, mais aussi dans l'espérance. Mais cette problématique de la forme d'État doit être une question de forme ou de volonté politique? Les deux. Comment ça? Mais c'est la volonté politique qui génère la forme. Alors la forme aussi, c'est un moule. Donc on a besoin d'aider. Et qui sont en interaction dynamique dans une approche inclusive et intégrée. C'est très important. Kabila, je vous dis, et je crois que Olivier, quand il l'a dit, il l'a dit de bonne foi. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on a fait une étude en 2009, on s'est finalement rendu compte que tout ce qui devrait revenir à la province, en termes de recettes en caractère national, était rétrocédé en proportion de 13% de ce que la province devait avoir au prorata de 40% qui était prévu. Voilà. Et les gens disent que le gouvernement central prend tout ce qui est produit au niveau des provinces, mais ne rétrocède pas. Et les provinces sont en difficulté. Et les gens sont tentés de dire, mais la solution, c'est qu'il faut que les provinces deviennent véritablement autonomes, fédérées, compagnie, etc. Je dis, mais qui doit gérer? Aujourd'hui, pour être gouverneur, il faut que vous soyez choisi par votre autorité morale. Peu importe le profil. Pour être maire de la ville, je me suis en train de dire des choses très importantes. Oui. Maire de la ville. Même les administrateurs sont proposés par des politiques qui jouent sous leurs intérêts. Pour être député, il faut être entériné par votre parti. J'ai connu dans une province où j'ai fait des études un député qui arrive au marché et puis bon, il dit non, votez-moi. Et vous me votez, je vais prendre vos noms et je vais amener à Kinshasa, on va vous nommer comme fonctionnaire. Vous allez trouver des gens, tous ont des matricules. Mais des gens qui ont nommé, qui ont été proposés par un député, qui a une influence, qui a des entrées dans telle ou telle administration, etc. C'est ça, Kabila. Et donc, ce sont ces gens-là, aujourd'hui, qui doivent gérer une province. Vous savez que la province, par exemple, du Sankuru, c'est 3 fois plus grande que la Belgique. Mais ça va faire 20 ans. Même pas une case. Non, il ne faudrait pas que je tire des conclusions comme ça, mais ça inquiète. Ça inquiète. Alors maintenant, si vous amenez le fédéralisme, oui, vous gérez avec qui? Certainement que aujourd'hui, nous devons entraîner la mise en train. Entraîner ces gens-là pour qu'ils deviennent un peu plus efficaces. Vous avez des députés, vous posez la question, monsieur le député provincial, quel est votre budget? Entendez, je vais regarder le budget. Et il part fouiller. Il n'a même pas en tête. Et lorsqu'il n'a pas en tête le budget, comment il se fait le contrôle sur les différentes affectations? Tu vois? Et vous voulez que ces gens-là soient un État fédéré
C'est vrai. Et tout ce qui est comme problématique. Vous allez trouver, par exemple, un secteur, chefferie. Le ministre n'est même pas, non, le gouverneur n'est même pas en train d'arroser, de couvrir son espace. Parce qu'il n'a pas de carburant pour se promener. Oui. Or, les administrateurs, les bourgmestres, etc., doivent, sous les 30 jours, faire 20 jours, 20 jours d'itinérance, 10 jours rester au bureau. Mais vous allez faire l'itinérance avec quoi? Parce qu'ils n'ont même pas de moto. Mais Norbert Yamba. Excusez. Et donc, l'idée de notre ami Camille Tatou, bonne idée, mais pas dans notre contexte. Parce qu'il voit les États-Unis. Certainement qu'il y a beaucoup de gens qui sont tentés de dire, mais écoute, nous on produit, mais Kinshasa prend tout, il n'y a pas de retour. Et la meilleure façon, c'est de dire non, on coupe. Mais il y aura un autre Kinshasa au chef-lieu de la province. Si dans l'hypothèse, nous disons que le Haut-Katanga devienne un État fédéré, très bien. Mais le Haut-Katanga a un gouvernement provincial qui va faire la même chose que fait le gouvernement central vis-à-vis du Katanga. Et donc, lorsque on regarde des communes, des territoires, etc., de cette province-là, ils vont souffrir la même chose que les provinces souffrent aujourd'hui. Mais Norbert Yamba, peu importe que l'on parle de fédéralisme ou d'unitarisme, tel que nous les disons, mais faudra-t-il admettre que le cœur du progrès dans notre pays réside aujourd'hui dans la capacité pour œuvrer pour les peuples, mais également avec le peuple? Oui, oui, mais c'est comme ça qu'on dit que les autorités doivent être en interaction dynamique avec le peuple. Et le développement ou l'épanouissement d'un peuple est la congruence des efforts collectifs entre les autorités et la population. Voilà pourquoi la décentralisation tombe à pied nommé. De leadership. Oui. Leadership est différent du leader. Le leader, c'est l'individu qui est à la tête d'une institution, à la tête d'un pays. Tandis que le leadership, c'est à la fois les différents fonctionnaires à différents niveaux d'atterrissage. La population, tous, nous faisons partie du leadership. Un ami suisse me disait, Norbert, vous savez, nous, on ne fait pas partie du gouvernement, mais nous faisons partie de la gouvernance. Et donc, nous sommes appelés tous à participer à la gouvernance de la République pour construire une intelligence collective. Encore que cette vision soit partagée, encore que l'on sache comment on peut véritablement rendre opérationnelle la vision. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas, et ce que j'ai vu par exemple dans une des provinces, parce qu'aujourd'hui, 80% des désignations des fonctionnaires de l'État se font au niveau du ministère du budget et de la justice, parce que là, il y a l'argent facile. Et vous trouvez une division du budget. 2000 personnes. Oh, quand vous regardez les cadres organiques, vous avez 90 personnes, 90 personnes. Et vous avez 2000 personnes qui ne viennent pas et qui entendent. Quand ils sont payés, c'est à partir de Kinshasa qu'on leur tient informé. Vous êtes déjà payé là, tu peux aller prendre l'argent. Et quand vous êtes dans un bureau, ben écoutez, un bureau de 2 pièces, mais vous avez 500 personnes. Alors une pièce est occupée par le chef de division, et le reste c'est pour tout le monde. Il faut l'école buissonnière. Vous allez trouver dehors, c'est comme s'il y a un marché. Et ces gens travaillent quand? Mais c'est eux qui vont dire qu'il y a 19 mois, 2 ans, nous ne sommes pas payés. C'est de tout ça. Alors maintenant, quand vous vous amenez avec le fédéralisme qui est plus épanoui que le système que nous avons, le régionalisme politique, à ce moment-là, ça devient un problème, un danger public. Et c'est comme ça que moi, j'ai toujours pensé que ça, c'est la finalité de finalité. Oui. Alors maintenant, construisons la dynamique, mettons en place des systèmes de surveillance mutuelle, mettons en place un système d'entraînement, et que nous puissions nous dire qu'à la ligne ouvrons les choses. Si on ne prend pas des hommes, des hommes qui sont capables, n'est-ce pas, de changer les choses, à ce moment-là, ça sera petit à petit. Ceux qui sont des vautours aujourd'hui, qui envient notre société, ils vont venir, ils vont nous arracher. J'ai suivi une réunion qui a eu lieu à Paris.
Ils disent non, le moment est arrivé pour qu'on puisse justement prendre de force tous ces pays africains. Parce que nous sommes en train de perdre les espaces. Ils le disent. Eh bien, si on ne vous trouve pas organisé, avec un peuple mûr, lucide, clairvoyant, qui sait voyager dans les temps, 50 ans, 100 ans, et qui revient et qui embarque, c'est tout un problème. Très bien. Avoir de grandes idées, avoir des politiques qui annoncent des idées, c'est une bonne chose. Très bien. Appliquer une idée, il faut savoir interroger les contextes. Et les contextes aujourd'hui ne s'y prêtent pas parce que nous avons besoin d'un entraînement, nous avons besoin d'apprentissage pour que finalement le système qui est à l'antichambre du fédéralisme soit d'application, réellement d'application. Aujourd'hui, en tout cas, même pas à 10% d'application. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quel est votre mot par rapport à l'éducation dont vous avez eu à rédiger dans votre livre, mais également au parcours d'un combattant afrocentriste? Non, j'ai écrit ce livre-là en solidarité intergénérationnelle. Je me dis que l'éducation que nous avons aujourd'hui, c'est donc un système de fabrication de chômeurs de luxe, des récitateurs, des répétiteurs. Ce n'est pas une éducation qui se prête pour changer un pays. Et on n'attendra pas un changement de pays avec toutes ces générations qui ont été formées à l'occidental, avec les droits gréco-romains. Il faut donc revisiter pour aller dans une approche afrocentrique, fondamentalement basée sur notre génie, notre authenticité, etc. J'ai également parlé de mon parcours afrocentriste, ça c'est mon expérience personnelle, où je me suis dit... Qui dirait que ça doit être partagé à tout le monde, bien entendu. Que tout ce que nous faisons ce que l'Occident nous a légué comme héritage. Et pourtant, nos ancêtres nous ont légué un héritage traditionnel. Nous avons appliqué ce que l'Occident nous a donné, ça ne nous a pas donné de solution. Revoyons un peu ce que nos ancêtres, en termes d'héritage traditionnel, et appliquons. Mais ne laissons pas l'état pire. Nous devons scientifiser ça. Nous devons systématiser ça. Nous devons rationaliser ça. Et avoir des recettes qui doivent être d'application. Parce qu'il y a un principe qui dit, si on monte sur une échelle, si on n'y arrive pas, il faut savoir changer d'échelle. On est monté avec l'idéal civilisation occidentale, on n'a pas réussi, eh bien, il faut changer d'échelle. Et l'échelle, c'est le paradigme africain, fondamentalement africain. Encore qu'il faut qu'il y ait des scientifiques. Mais il faut le puiser au village, parce qu'il y a les chefs coutumiers et compagnie, etc. Nous avons tout un projet que nous allons devoir défendre en novembre, à l'université Cheikh Anta Diop en Côte d'Ivoire, où nous faisons la camitologie et la fricologie pour qu'on essaie d'inventer des solutions pour l'Afrique. Voilà. Très bien. En tout cas, merci pour ces credos de M. Norbert Yamba-Yamba. Et c'est par là que nous mettons un terme à ces magazines Synopsis qui a réussi Norbert Yamba-Yamba. Avec lui, nous avons eu à analyser d'une manière spécifique, en fait, les deux livres qu'il a eu à rédiger. D'abord, le parcours d'un combattant afrocentriste, un livre rédigé par Norbert Yamba-Yamba pour éclairer la lanterne des hommes politiques, surtout face à l'Occident. Mais également les systèmes éducatifs congolais, une usine de fabrication des chômeurs de luxe. Oui, dans ces livres, l'auteur cherche à accélérer ou à nous pousser à une prise de conscience politique indispensable, à une élite qui sera prête, en fait, de créer au Congo des conditions de vie nécessaires. De fabriquer des analphabètes culturels. Qui n'arrivent pas à créer pour l'intérêt de la nation. En fait, on se retrouve prochainement avec les autres invités, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur votre chaîne. Merci.